OK, thank you. So, thank you. Bienvenue. Je suis Grégoire Otta-Graziosi, professeur d'université au CERDI et responsable du programme fiscalité de la FERDI. Je vais présenter nos invités. Donc, la session porte sur la tax policy and digitalization in both ways, tax policy and domestic revenue mobilization, but also tax policy and digitalization as a way to raise revenue for the revenue administration. So, we have Mario Mansour, directeur de la division, je bascule, directeur de la division politique fiscale du Fonds monétaire international. Luc Lerut, chercheur associé au CERDI, ancien chef de division transparence, notamment du Fonds monétaire international. Abdel Malek, Riyad, donc vice-président du développement international d'Ascoria. Et enfin, Alou Adessedama, chercheur à la FERDI, qui va parler aussi de fiscalité. Donc nous allons commencer avec Mario. Je te laisse la main sur la position du fonds. Merci Grégoire. I'm going to make my presentation in English. So what I prepared for today for you is, given how diffuse and how wide the subject of development is to give you a bit of the state of play of domestic revenue mobilization. Where does the world today stand in terms of revenues to fund government operations? We know in the long term, development will have to be funded mostly internally. Yes, FDI will play a role. Grants are on the decline since about 3 years ago, significantly so. So taxation is really in the long term what is needed to fund government operations. So I'll talk a bit about this. I'll talk about the capacity for developing countries to raise more than what they do today. And then I'll finish by a few issues around how digitalization is likely to affect all this. How digitalization is likely to affect the level of taxation and also what we call the tax mix, meaning how government raises a given level of taxes, right? So these are always the two questions that we ask ourselves when we deal with taxation, is not how much only, but also how. The how is actually for development perhaps more important than the how much. So the state of play in terms of evolution of revenues and tax revenues around the globe is that in advanced economies, we observe flatness across the past, during the past 3 decades. But in developing countries and emerging markets, we see a slight, gentle increasing trend. Now, the important thing here to note is that even though taxation has, or tax revenues have increased a bit in emerging and low-income countries, significant part in these two groups of countries is still raised from non-tax revenues. In particular, in emerging economies, revenues from natural resources is very, very important. And in low-income developing countries, revenues from grants remains very important. Now, the data stops at 2022, does not reflect significant decline in grants revenues in the past 2 years. So this is a little bit globally speaking, with colors, just to give you a very quick idea about taxation. So in red, tax levels are below 7% of GDP. By, let's say, OECD standards, it's roughly 25% of GDP across advanced economies, OECD economies. So you can see that this is, about a quarter of what advanced economies raise in taxes. In the two orange ones, it's between from 7 to 11 and 11 to 15. And I'll tell you a bit more about why we picked the 11 and the 15. So in essence, if you look at Africa, we're still in, generally speaking, extremely low tax to GDP ratios to fund government operations. Same thing in Asia, less so in the Americas.
Particularly in Latin America, the past 2 decades have been extremely successful in governments raising more tax revenues. So why the level, the 11 to 15 that I noted earlier is important is because empirical study we did at the IMF shows that starting at 15% of GDP and when governments can sustain revenues, economic growth is faster than in the group below 15%. So the 11 to 15% is an area where you see a lot of countries actually bouncing, up and down, meaning going up by a couple of points, then down by a couple of points of GDP over long periods, but not being able to cross sustainably the 15% threshold where growth accelerates, and also not only growth, but I'm going to show you in a minute what are the other beneficial effects of taxation being above 15% of GDP. Interestingly, the United Nations Compromiso de Sevilla this summer in Sevilla adopted the 15% as a global objective for development, at least 15%. Now, obviously, countries don't have to be at 20%. Taxation is a social choice. How much you want to fund in public services is really a social choice. So, but the idea here is that below 15%, it's unlikely to have development that really improves significantly living standards. So why the 15% is important? Other things that are really highly correlated with the 15%. So as I mentioned, growth accelerates after 15%, and financial development and government effectiveness also are better after 15% of GDP. So there's obviously all these things are correlated. Higher income levels and higher growth is likely to bring about better financial markets, deeper financial markets, which are important for development, and also to improve governance, which is extremely important for development, given what we know about corruption and development. So those countries below 15%, can they really get to 15%? So one question is, given a country's economic and institutional settings, what can regression analysis tell us about a country's capacity to reach 15% based on the best performers out there, right? So we crunch numbers on what we call the tax potential. So the potential is what you can do given the best performers. It's not necessarily what you should do. It simply evaluates your capacity as a country to do more than what you're doing currently, if you chose to, right? And so here you have the 3 groups again, advanced economies, emerging markets, and low-income developing countries. And on the right-hand side, we control for natural resource rent, so revenues from natural resources. Why? Because empirical studies have shown that for countries rich in oil and revenue and mining, there is nearly perfect substitution between tax and resource rent. So for each dollar of resource rent that a country earns, it tends to reduce its taxes either by policy changes or by relaxing compliance by the same amount. So there's almost perfect substitutions. Interestingly, in advanced economies, no relationship whatsoever. A country like Norway, for example, when it gets a lot more from oil because it makes new discoveries, it doesn't reduce its taxes. It simply invests more in the future. So what are these gaps between the potential and the actual? So the orange columns are actual. The gray columns are the gap, the gray, and the blue is what you can do by improving institutions. So we simply, for the blue parts, we simply replace the quality of institutions in, let's say, low-income countries by the quality of emerging market economies, and for emerging market economies by the quality of advanced economies. And so what you can see is in emerging market economies,
we do have a potential to go up to about 21% of GDP in tax revenues. Currently, on average, these countries raise 16.4. And in low-income countries, there's a potential to go to roughly between, let's say, 18 and 20%. Currently, these countries raise on average only 13% of GDP in tax revenues. So if we look at the picture across countries, again, separating the two groups, low-income countries and developing economies on the right, emerging economies on the right, and also separating between resource-rich and the rest, you can see that there's quite a bit of differences across countries. And what's really striking is we still have a fairly high number of countries whose tax potential is below 15%. So that means even if these countries wanted to raise more, given their economic development today and their institutions, they cannot. That's what the analysis suggests. So in these countries, our advice typically at the IMF is that rather than tinkering too much with policy, focus on institutions. Have a simpler tax system, meaning a fairly low number of taxes on very, very broad basis, and focus on improving collections, essentially. Why? Because your income levels do not allow you to tax at levels that developing countries or emerging markets tax at. Now, I'm not saying that tax policy doesn't have a role to play, but I'm saying we are probably in these countries at a point in economic development where too much taxes are likely to have also detrimental effects. So yes, above 15%, you're going to grow faster, but taxation, however you look at it, is by definition distortionary, right? So one has to really be careful as how much to push the policy factor versus how much to build institutions. So what are the implications of all this? So this is the state of play today. This is where we are. We counted roughly that there are still 71 countries around the globe that have tax to GDP ratios below 15%. So that's nearly two-thirds, a little bit over than two-thirds of the globe. And over the past 3 decades or so, twice as many countries lost tax revenues as those who earned or increased tax revenues. Twice as many. Why? It's not simply development. The number of conflicts have increased significantly around the globe, and it's very, very difficult, as you know, during conflicts to improve the role of the state. In many cases, actually, the state declines in size. It's fragmented. You're going to have multiple states within the state. So examples, Libya, Yemen currently, you really have governments within governments. And so taxation is fragmented, which means that probably the economies of scale that you earn from collecting taxes and providing public services are not there, and that tax compliance is arguably extremely weak in such cases. So what are the implications of digitalizations for all this? So digitalization will have an effect on the level of tax revenue and on the composition, how the state raises taxes. So on the level, there are 2 channels. One is the effect on economic development. So if you believe that digitalization will improve economic development, we know that tax levels depends primarily on income levels. If you keep policy constant in time, even if you don't change tax rates, tax to GDP ratios raise simply because income levels raises. So one explanation for this is progressivity of a tax system, for example. People are in higher income brackets, they pay higher taxes, so tax to GDP ratio raises even though tax rates remain constant. And the other channel that will have an effect on tax to GDP levels is efficiency and compliance. So you have digital means today to collect, for example, excise taxes on tobacco. As a machine produces tobacco cigarettes, the excise tax on tobacco is sent to the government directly.
right? So these machines are certified by governments. And so this is one example of you can trace better excises on alcohol, tobacco. You can collect better VAT revenues through direct linkages between platforms of sales and government systems. You can even, to some extent, check whether a taxpayer has consistency between declaring sales from retail transactions and sales for income tax purposes, right? But these are in theory. In practice, what happens obviously depends on not only the available of digital technologies, but the governance framework around it. Do governments want to improve institutions by adopting digitalization is not, as we might want to, as we would like to think, is not a straightforward question to answer. So this is on the level. Then on the tax mix, well, there's a lot of things happening, some of which will weaken government's capacity to tax, and some will increase that capacity. So to give you an example on the opportunities, today, globally speaking, effective tax rates on labor and capital are extremely different. Essentially, labor is taxed at much, much higher rates than capital. Typically 2 to 3 times the rate of capital on labor, and marginal tax rates are particularly high. The incentive effects really is at the margin. So there is an incentive effects, meaning that labor markets do not function as they would had these rates been a little bit lower. In Europe, for example, marginal tax rates are typically 40 to 50% at fairly low income levels. So digitalization will blur the difference between labor and capital as we know it. You know, what is, for example, AI? Is it all capital? Is it all labor? Should tax laws make a judgment as to whether it should be treated as capital or labor, or should we aim for more neutrality by having the same taxes on labor and capital? Another opportunity is satellite technologies for a number of things, but particularly for property taxes. Why? Because currently what's happening around the globe is local public services are being constrained by fiscal issues at the central level. Governments at central levels have less and less capacities to tax more effectively. They are looking for more revenue sources to fund central government services, and so therefore local governments get less transfers. So not all countries are like Belgium or Canada, where I come from, have extensive federal systems of taxation, complex, but they serve the purpose of the countries. Most countries rely on direct transfers from central taxation. These transfers currently are under pressure. Property taxes are really effective taxes and efficient taxes to use to fund local public services. In developing countries, they raise less than 0.5% of GDP. You look at countries like in Europe or in Canada, the rates vary from 1 to nearly 3% of GDP. So huge, huge difference. Excises, I mentioned excises, by being able to trace how wholesalers distribute, for example, things like alcohol, sugary drinks, tobacco. You can be more effective in applying excises or higher excise rates on these goods. And also, most importantly, I think something that I think was kind of partly covered this morning briefly, but not in this context, is one of the problems typically advanced by, or one of the arguments typically advanced by developing countries for having significant tax exemption and exceptions is that they can't have effective transfer systems. So instead of transferring, what they do is they provide exemptions for value-added taxes. They provide allowances for income taxes. We know from a huge body of empirical literature that tax expenditures tend to be regressive.
for a number of reasons. I'm not going to go into details, meaning that, yes, they may benefit the poor, but they benefit the rich a lot more. And so with technology to develop better direct transfer systems, for example, means-tested transfers to the poor, we can rethink how we deliver benefits through taxation and have tax systems more perhaps neutral than they are today. Finally, I just want to raise like two issues. One on what I call the fallacy of new tax bases. We hear a lot about things like, taxing new technologies directly rather than the use or the return on these technologies. For example, taxing robots, replacing humans in supermarkets, ideas that have been debated significantly in some European parliaments. The other challenges that digitalization will raise is obviously all tax bases become, to some extent, more mobile than what they used to be. So we used to think the standard small open economy in taxation is that capital is very mobile and then it should be taxed at low rates, because if we tax it at high rates, it's shifted to other places. Labor is less mobile, we can tax it at higher rates. So this, for the past 50 years, explains why tax rates on labor are much higher than on capital. Well, now labor also, with digitalization, become mobile, in the sense that I can do work from pretty much anywhere around the globe and choose my tax residence. I can choose where I want to pay taxes. How much tax administrations can police this? Today, it's still very doubtful they can do much about it. Nomad workers, a lot of contracting done in one country for services provided in another country are very, very common. And so another reason why probably tax rates on capital and labor should be closer, then obviously mobility of capital and profit shifting across borders become even more easily done with digitalization. And the last point I wanted to make is the resurgence of the role of tariffs as revenue tools. Typically, tariffs on imports of goods, typically are used in developing countries. In Africa, for example, tariff revenues are roughly 20% of total tax revenues. In advanced economies, tariffs have been things of the past for the past 4 decades. There's very little revenue raised from tariffs. In general, less than 0.5% of GDP. In the past few years, we saw the resurgence of tariffs as a revenue tool, not only as a trade tool, but only on goods, right? Not on services. It's still very much an instrument that's, so would digitalization expand the use of tariffs to services? That's, I think, also another interesting question to raise. So with this, Grégoire, I'll stop here. Thank you. Thank you, Mario. So I give the floor to the word to Alou, who will present some works on the taxation of mobile network operators in Africa. After Mario's presentation, I'm going to switch to French. Bonjour à tous, donc je suis Alou Adesidama et je vais présenter aujourd'hui un travail effectué avec Grégoire qui est ici, professeur d'économie au CERDI et responsable du programme fiscalité à la FERDI, et Daouda Bamba qui est un ancien assistant de recherche à la FERDI et actuellement est en train d'effectuer sa thèse au CERDI. Donc, le travail que je vais présenter aujourd'hui porte sur une évaluation en fait du taux effectif moyen d'imposition des pays. Donc, dans l'étude, nous couvrons 30 pays, dont 29 pays situés en Afrique subsaharienne.
Donc, le plan de la présentation, ce serait vraiment très simple. Je vais passer en revue rapidement les motivations de ce travail qui ont déjà été un peu abordées par Mario aussi pendant les sessions de ce matin. L'approche de l'ITR du TEMI, donc le taux effectif moyen d'imposition. Je vais vous présenter un peu le profil de notre entreprise. Vous comprendrez pourquoi je présente ce profil. Aborder brièvement la théorie de l'incidence fiscale et comment est-ce qu'on l'intègre dans notre analyse. Et ensuite, je présenterai des résultats et après, je présenterai beaucoup plus en détail les résultats à partir d'une application web dédiée. Donc, bon, je pense que c'est la raison pour laquelle la conférence porte sur ce thème aujourd'hui, c'est que en fait, le secteur des télécommunications, le secteur du digital est en plein essor dans les pays en développement et en particulier dans les pays d'Afrique subsaharienne. Un élément important de cette augmentation ou de cette croissance en fait de ce secteur, c'est que le secteur est caractérisé par des externalités positives assez énormes, que ce soit sur le capital, que ce soit sur le travail, à la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Donc, il y a en fait cet effet positif qui est là. Mais cependant, il y a un élément important qui demeure que dans la majeure partie de ces pays, il y a en fait une question de trade-off qui se pose chaque fois. Donc, entre attirer en fait les investissements et promouvoir l'économie et d'autre part aussi utiliser en fait les recettes fiscales ou la fiscalité, le système fiscal, comme étant un moyen pour collecter des ressources fiscales. Donc, il y a ce trade-off qui existe aussi et donc qui amène en fait souvent à constater des incohérences dans la politique fiscale. Actuellement, en fait, les approches existantes pour évaluer le TMI, surtout dans le secteur ici des télécommunications, on recense essentiellement les travaux de la GSMA ou de l'ITUE qui portent essentiellement sur l'abordabilité. Donc, eux, ils analysent essentiellement les impôts indirects, les impôts et taxes indirects sur le secteur des télécommunications, de sorte à ce qu'en fait, on puisse avoir une idée de quelle est l'abordabilité de ce bien ou de ces services. Et donc, eux, souvent dans leurs recommandations, il s'agit surtout de faire des plaidoyers pour une baisse de ces taxes indirectes-là parce qu'elles contribuent à rendre le prix assez élevé et pas très abordable pour une bonne partie de la population. On retrouve donc essentiellement en fait, la couverture des taxes indirectes. Donc, du côté de la recherche académique, on trouve aussi des travaux, notamment les travaux de Kat Sejong en 2023. Eux, ils ont une approche plutôt un peu macro. Ils analysent en fait les chaînes de valeur et regardent quelle est la charge fiscale en fait dans le secteur à partir d'une analyse un peu plutôt macro-méso. Et donc ici, nous, ce qu'on va apporter essentiellement, c'est nous focaliser sur le producteur. Donc, en fait, l'opérateur de téléphonie mobile qui va exercer. Donc, quel est le TMI, en fait? Quelle est la charge fiscale que cet opérateur-là subit? Donc, c'est un peu ça, nous, notre spécificité dans ce travail-là. Et nous allons aussi faire cela donc, en considérant notamment les questions d'incidence, les questions de variation de la profitabilité. Et donc, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, notre approche du TMI, c'est vraiment quelque chose qui est standard dans la littérature. L'objectif, c'est très simple. Évaluer de combien est le TMI, donc le taux effectif moyen d'imposition sur une entreprise de téléphonie mobile dans le pays que nous couvrons. Donc, nous suivons l'approche traditionnelle à travers des papiers qui ont été publiés depuis Devereux, Jankov, dans l'AER, Steinmuller et co-auteurs en 2019, eux qui utilisent l'approche du TMI dans le secteur général, le secteur de l'économie de manière générale, et après les travaux de Daniel sur les industries extractives. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous construisons une entreprise représentative. Donc, pour construire cette entreprise représentative, nous nous sommes basés sur les données de la GSMA et nous couvrons en fait 227 opérateurs de téléphonie mobile donc en Afrique depuis 2003. Et donc, à partir de ces données, en fait, nous construisons une entreprise représentative donc avec une méthodologie bien spécifique, et nous construisons cette entreprise représentative et supposons qu'elle va investir dans un pays donc avec une approche en fait qui regarde vers le futur. C'est-à-dire aujourd'hui,
Donc, l'étude, ça porte sur les données fiscales de 2023. En 2023, si une entreprise, cette entreprise représentative décide d'aller s'implanter aujourd'hui dans un pays, compte tenu de la fiscalité actuelle, donc quelle est la répartition en fait de ce flux de trésorerie entre cette entreprise et l'État, donc à travers les différentes structures, les différents niveaux de fiscalité qui existent dans le pays. Et donc l'AETR, sa définition, le TMI, sa définition, c'est simplement en fait le partage du bénéfice avant imposition entre l'État et puis l'investisseur. Donc ici, sans entrer trop dans les détails, je ne suis pas sûr qu'on soit dans un milieu nécessairement académique, mais c'est essentiellement pour calculer les TMI, on fait la somme en fait des flux actualisés de trésorerie, donc de l'ensemble des niveaux de taxation dans le pays, et on rapporte ça donc au flux de trésorerie actualisé donc de l'entreprise que l'entreprise génère. Et donc, en gros, un TMI de 50% signifierait simplement que, compte tenu de la structure fiscale du système fiscal du pays, 50% des ressources, en fait, vont à l'État et l'entrepreneur garde 50% des bénéfices qui sont générés par l'activité. Donc ici, je présente le profil pour 4 pays que nous avons choisis. Donc ça, c'est le profil, en fait, de Telco. Donc, et notamment, en fait, nous avons le profil du chiffre d'affaires, le profil du CAPEX et le profil de l'OPEX. Donc, à travers notre méthodologie, on parvient bien sûr à distinguer la taille de l'économie et la taille du secteur des télécommunications. Donc, quelque chose qui est important, c'est que nous comparons en fait l'évolution de ce profil de chiffre d'affaires dans le pays. Donc, ce qui est constaté effectivement dans le pays en faisant une moyenne simple que nous ne pondérons pas, avec en fait ce que nous obtenons comme profil de Telco. Donc, cette entreprise représentative qui va s'implanter dans le pays, nous comparons son profil dans le pays au profil réel qui est observé dans le temps. Et donc, on voit que pour beaucoup de pays, nous avons en fait un profil qui colle assez bien de façon empirique au profil de notre entreprise Telco. Et donc, concernant les données fiscales, donc nous remercions beaucoup les travaux d'assistance technique sur la question. Donc, nous, contrairement à ce qui est fait essentiellement par GSMA, par l'ITIE, qui se concentre sur la taxation indirecte, nous nous concentrons sur l'ensemble des impôts et taxes. Donc, nous regardons la taxation générale, donc le Code général des impôts, notamment l'IS, toutes les taxes sur les salaires, les taxes d'apprentissage, les taxes publicitaires, etc. Donc, tout ce qu'on va retrouver dans le Code général des impôts, dans le régime général qui va s'appliquer à notre entreprise Telco. Donc, on couvre en fait tous ces impôts-là. On couvre également aussi toutes les taxes et tous les impôts qui sont spécifiques qu'au secteur des télécommunications. Donc, il y en a beaucoup aussi. Et donc, on essaie de couvrir la majeure partie. Et donc, je vous présenterai un peu des tableaux qui recensent ce travail de façon numérique. Donc, la particularité des taxes en fait, dans ce secteur des télécommunications, c'est que c'est majoritairement des taxes indirectes qui vont prendre soit la forme des droits d'assises, soit la forme en fait, d'autres types d'impôts indirects que nous verrons. Donc ici, ça c'est un résumé qui est disponible dans l'article de l'ensemble des impôts que nous couvrons portant sur le système, le régime général et qui sont les taxes directes. Donc on voit de l'IS, l'impôt sur les sociétés, jusqu'à tout ce qui est taxe sur la sécurité sociale. Donc, il faut savoir que dans la colonne sécurité sociale, donc dans la loi, lorsque nous regardons dans la loi, on fait la différence entre ce qui est payé par l'entreprise, donc la partie patronale, et la partie qui est supportée par le salarié. Donc, nous allons considérer que la partie patronale, parce que ce qui nous intéresse, c'est évaluer la charge effective sur l'opérateur de téléphonie mobile. Donc, on va trouver, par exemple, pour l'IS, vraiment que la majeure partie des impôts ne sont pas nécessairement homogènes. On a une hétérogénéité. On va trouver, par exemple, un IS qui part de 20% pour Madagascar ou la Jordanie dans notre échantillon, jusqu'à des IS qui vont autour de 35%. Au Tchad, par exemple. Donc, on a aussi des mécanismes de taxation alternative de ce IS-là, ce qui va prendre la forme d'un impôt minimum forfaitaire. Donc, lorsque l'entreprise ne dégage pas quand même de bénéfices, il y a aussi des mécanismes de taxation alternatifs qui existent. Donc, dans pas mal de pays, donc nous couvrons cela, nous couvrons aussi tous les impôts que j'avais mentionnés avant.
Donc ça, c'est le tableau qui résume un peu le travail fait sur les taxes indirectes. Donc, on va retrouver bien sûr les droits de douane, la TVA non déductible sur les produits pétroliers et aussi toutes les taxes qui sont communautaires, qui en général, soit au niveau de la CEDEAO, soit au niveau de l'UEMOA existent. Donc, on les couvre aussi. Et ça, ce dernier tableau recense en fait ensuite toutes les taxes, donc essentiellement quasiment indirectes, donc sur le secteur des télécommunications. Donc ici, un élément simplement que j'aimerais mentionner, donc toutes les autres taxes en fait émanent du code, à part en fait ce qu'on va appeler spectrum fees. Donc ça, c'est une estimation parce qu'en fait, le type de spectre qui est utilisé dépend vraiment. Et c'est assez particulier. Donc, on a en fait regardé à partir des données réelles que nous avons obtenues pour certains opérateurs. Donc, nous avons effectué en fait une moyenne de ces frais de spectrum que nous utilisons ici dans notre analyse pour faire une approximation des valeurs. Oui, OK. Ouais. Donc, la théorie de l'incidence, je ne vais pas entrer beaucoup pour rester dans le temps, comme le rappelle le modérateur. C'est tout simplement, en fait, on regarde comment est-ce que la charge de l'impôt est répartie entre le consommateur et le producteur. Donc, on se base sur des travaux depuis Harberger donc jusqu'à Fulton et Metcalfe qui ont fait une revue de la littérature sur la question. Et donc, ce qui est important ici, c'est que pour le secteur de la télécommunication, on n'a pas vraiment d'éléments empiriques pour savoir en fait quel type de taxes et quelle est la répartition ou quelle est l'incidence des taxes. Donc, ce qu'on sait, c'est que de manière générale, sur d'autres secteurs comme le tabac ou l'alcool, on a des études là-dessus et donc on se rend compte que souvent, les taxes ad quantum, donc les taxes en fait spécifiques, ont tendance à être beaucoup plus facilement reportables sur le consommateur que les taxes ad valorem. Donc, ça va nous être utile en fait dans l'énonciation de notre hypothèse que nous considérons pour calculer en fait le TMI. Donc, déjà, pour rester large et général et en termes de résultats, nous considérons d'abord déjà différentes valeurs d'incidence fiscale. 0, qui veut dire en fait que c'est Telco qui va absorber l'ensemble de la taxe, jusqu'à 100 ou à 1, qui veut dire que c'est le consommateur qui subit l'entièreté de la taxe indirecte. Et donc, entre les deux, on va tester aussi des valeurs à 0,25, 0,50, 0,75. Et donc, au niveau des résultats, en fait, ça, c'est lorsqu'on regarde les différents niveaux d'incidence fiscale lorsque c'est le consommateur qui subit tout. Donc, on voit essentiellement qu'on se retrouve avec des niveaux de TMI assez élevés dans la majeure partie la majeure partie des pays que couvre notre échantillon. Donc, on a en fait une situation de taxation excessive de ce secteur-là comme premier résultat que nous observons. Après, il faut aussi considérer que dans la taxation ou dans la manière dont c'est taxé, il y a la taxation qui est là, qui va varier, et il y a aussi les frais de licence qui, chaque année ou souvent, sont révisés à la hausse, régulièrement à la hausse, très, très, très rarement à la baisse. Donc, qui vont représenter aussi une partie beaucoup importante de ce que la charge fiscale représente pour l'entreprise. Donc, ensuite, ici, ce que nous faisons, nous regardons alors la charge effective cette fois-ci, le TMI, lorsque nous faisons varier la profitabilité. Donc, j'avais dit que l'incidence fiscale, en fait, nous n'avons pas d'études empiriques sur l'incidence fiscale dans le secteur de la téléphonie mobile. Ce que nous faisons, nous adoptons, après avoir testé les différents niveaux d'incidence fiscale, nous adoptons une hypothèse conservatrice qui est qu'on va considérer que lorsque c'est une taxe ad quantum qui existe dans le pays, c'est que l'opérateur va subir en fait que 25% de cette taxe-là. Parce que dans les autres secteurs, on a montré que ces taxes-là sont beaucoup plus facilement reportables sur le consommateur. Donc, l'opérateur ne va subir que 25%. Et quand c'est une taxe ad valorem, donc on garde en fait une répartition équitable de 50% entre les deux. Et ce qui est important ici, c'est qu'on voit clairement une régressivité en fait de la majeure partie des systèmes. Donc, les TMI, plus en fait l'entreprise devient profitable, plus le TMI baisse. Ça veut dire que
le système fiscal actuellement, tel qu'évalué avec cette approche du TEMI, montre que ce sont les entreprises peu profitables qui subissent en fait une charge effective énorme. Donc, comparé à des entreprises qui sont beaucoup plus profitables. Donc, ce qui montre en fait essentiellement la régressivité du système fiscal. Donc, ça, c'est basé sur notre hypothèse d'incidence fiscale de 25% supportée par Telco pour les taxes ad quantum et 50% pour les taxes ad valorem. D'accord. Et là, donc, je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter le reste de nos résultats, donc à partir de ce que nous avons développé, si c'est possible OK. Si il peut, voilà. Donc, je vais essayer de montrer en fait, et en quoi ça c'est important aussi aujourd'hui pour on va dire, la thématique de digitalisation, c'est qu'on essaie de développer en plus de ce travail de recherche que nous avons fait, nous permettons en fait un ajustement de ce que nous faisons. Donc, en développant un site web dédié en fait à l'analyse, if we can go to the, in this slide, I have a link. If we could just go to the link. Donc, c'est une application web qui existe en ligne, donc à partir en fait, qui permet à l'utilisateur déjà d'accéder à ce que nous avons réalisé comme travail, donc d'accéder à tous nos résultats, mais d'aller plus loin. Donc, supposons que nous avons une entreprise représentative et que quelqu'un souhaite en fait suivre exactement l'effet du système fiscal d'un pays sur des données réelles que cette personne aurait sur une entreprise. Donc, la personne pourra... voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement cette application. If I can click on the first tab, for instance, the ITR analysis. Donc, en fait, ici, c'est juste ce qu'on présente d'abord, c'est que pour cette hypothèse conservatrice, nous présentons donc la décomposition en fait de ce TEMI. Donc, quel est le TEMI général? Quel est le TEMI pour une entreprise qui exercerait dans le secteur général, mais pas dans le secteur des télécommunications, donc à qui on ne va pas appliquer en fait toute la fiscalité indirecte qui porte sur le secteur des télécommunications. Donc, on évalue aussi le TEMI lorsque on ne tient pas compte des frais de licence. Donc, en fait, c'est la décomposition et aussi la partie ad quantum, ad valorem. Donc, dans le in the ITR breakdown, yes, if you can go to the ITR breakdown, thank you. Donc, ici, en fait, on décompose maintenant ce TEMI qu'on a calculé selon l'origine de la taxation. Donc, ici, on voit essentiellement donc trois. Can you scroll up, please? Just yeah, so we can see the legend. Thanks. Donc, en fait, on regarde selon les outils utilisés. Donc, quelle est la part en fait du TEMI ou quel est le niveau de TEMI qui est généré par chaque niveau de taxation? Donc, les frais de licence, les frais spécifiques, l'IS et tout ce qui est taxe sur les salaires. Et if you can go and click to remove, and remove, for instance, Ethiopia, because Ethiopia is, here, click to remove. Yeah, you can click there and you can just type Ethiopia. So we can see actually how it's Ethiopia. Yeah, you can just select it. So, donc, à partir de l'application, en fait, on peut enlever, and then you can just click anywhere so people can see the graph. Yeah, thanks. Et donc, si on regarde, en fait, on voit essentiellement que dans la majeure partie des pays, il y a les frais de licence, en fait, qui sont énormes. Donc, après les frais de licence, on va retrouver, en fait, tout ce qui est taxation provenant où qui s'applique au secteur spécifique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, l'IS, ce qui, normalement, en fait, ne doit pas être le cas. On doit avoir, en fait, l'IS qui devrait quand même rapporter beaucoup plus, vu que c'est un impôt qui est relativement neutre. Donc, après, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on est contraint par le temps et que je dois laisser les autres parler. Mais après, dans la partie Data and Assumption ou Tax Computation, donc, il y a la possibilité, en fait, pour l'utilisateur de l'application de regarder les hypothèses que nous utilisons, Deuxièmement, en fait, l'utilisateur a la possibilité de changer le profil de Telco, comme je l'ai dit. Donc, mettre en fait des données réelles de CAPEX, d'OPEX, de tous les flux de trésorerie et tous les coûts, donc les ajuster. Et ensuite, l'utilisateur aura automatiquement, directement à partir du site web, donc une évaluation de ces TEMI. Les taxes peuvent évoluer. Par exemple, au Mali, en février, ils ont passé la tortope de 5 à 7%.
Il y a aussi la partie sur les données fiscales. Donc, l'utilisateur peut aussi ajuster et donc, à partir de là, obtenir en fait une évaluation du TMI et regarder, par exemple, si un pays passe de 5 à 7% ou de 5 à 8%, quel est l'impact en fait sur le taux effectif moyen d'imposition de l'entreprise. Je vais m'arrêter là pour ne pas bouffer le temps de tout le monde et je vous remercie. Merci, Alou. Merci. Donc, je passe la parole à Abdel Malek Riyad pour la présentation d'une taxation de services numériques, c'est ça? Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, Ascoria, c'est une entreprise qu'on a fondée il y a quelques années qui est dédiée à la taxation de l'économie digitale. Vous voyez, dans les pays en voie de développement, on a un vrai sujet, c'est ils doivent mobiliser assez rapidement des recettes fiscales. Dans une économie de plus en plus digitalisée, je vais vous donner un chiffre. Selon la Commission économique de l'Union africaine, les recettes de TVA devraient chuter de à peu près 30% d'ici 2030. Donc pour un État, c'est un vrai sujet de se dire, finalement, dans une économie digitalisée, comment, on va dire, améliorer cette mobilisation des recettes fiscales. Donc nous, à Scoria, c'est vrai qu'on est à cette intersection entre la politique fiscale, parce que c'est un vrai sujet de policy, de trouver le bon cadre légal, et en même temps à la rencontre de la technologie. Et en fait, vous allez voir que tout ce sujet de la taxation de l'économie digitale, Ascoria le traite en ayant une approche intégrée. Et donc, pour moderniser ce cadre-là. Deuxièmement, pour monétiser, on va dire, et permettre justement de capter cette recette. Et trois, je dirais, c'est mobiliser, en fait. Et vous verrez que c'est mobiliser comme une nouvelle source de financement du développement dans ces pays-là. Et je vais vous parler de ce mode de taxation. La première question, c'est le défi. On a une vraie question, c'est comment des pays en voie de développement peuvent concevoir un système de taxation numérique qui soit simple, équitable et capable de générer des recettes sans freiner l'innovation. Mario l'a très bien exposé dans son introduction, et c'est, je dirais, moderniser. Comment on modernise et comment on repense cette notion de la visibilité fiscale. Et en fait, Ascoria est là en se disant, il y a des systèmes fiscaux traditionnels qui ont été conçus pour une économie industrielle, et tout le droit fiscal international s'est construit sur la notion d'établissement stable depuis le début du 19e siècle, où on taxe l'usine installée, le siège, l'entreprise installée, les éléments tangibles. Mais à l'ère numérique, la valeur, elle voyage. Elle voyage dans des données et les profits peuvent être déclarés loin de là où ils sont vraiment générés. Donc, c'est pour ça qu'on passe en fait d'une taxation qui est fondée sur le profit à une question qui est d'une taxation fondée plutôt sur l'usage pour capter la valeur où elle est consommée et non là où elle est enregistrée. Donc ce passage finalement d'un système de déclaration à finalement mesurer. Et vous voyez bien où se trouve Ascoria en fournissant une solution qui va du policy, de vraiment, jusqu'à la technologie. Généralement, quand je vais rencontrer un gouvernement, la première question que je positionne, c'est la question du policy. Parce que si Ascoria ne positionne pas la question policy, on peut avoir le meilleur instrument technologique pour tracer, pour mesurer la valeur liée, on va dire, aux utilisateurs locaux. Et je vous dis, prenez un exemple, une publicité Google. Vous ouvrez une application dans un pays, c'est simple. Cette application, elle va faire deux choses. Elle va vous envoyer une publicité ciblée, et la deuxième chose, elle va collecter vos données et les monétiser. Et en fait, le défi d'Ascoria, c'est de se dire, ce service, c'est un chiffre d'affaires qui est lié à un utilisateur. On a parlé de taxation ad valorem. Vous voyez là, je dirais qu'on est en parler d'une fiscalité de l'usage, d'une taxation ad usum. D'accord? Et en fait, vous voyez que de concevoir qu'est-ce qu'un service digital, où il est utilisé, et finalement, comment on peut assurer cette mesurabilité, en fait, on aligne la visibilité fiscale sur l'activité économique réelle.
Vous voyez, des pays comme la France, comme le Kenya, ont déjà intégré ces principes en s'appuyant sur des critères assez objectifs tels qu'une adresse IP, le canal de paiement, les paramètres linguistiques, afin d'établir un lien fiscal qui est assez clair et équitable. Donc nous, quand je parle de moderniser, en fait, c'est vraiment de se dire on va aider des gouvernements souverains à concevoir les cadres juridiques, à traiter des questions assez basiques. Qu'est-ce qu'un service digital? Comment on le relie à l'utilisateur afin que notre plateforme puisse traduire cela technologiquement avec les bons paramètres. Et en fait, vous voyez bien, on va raisonner à la fin par rapport aux capacités des administrations, parce que c'est un vrai sujet que Mario a abordé, les capabilities, qui est vraiment important. Parce que le défi, quand vous êtes une entreprise comme la nôtre, c'est comment on rend opérationnel, comment on transforme le principe en performance. Et la deuxième question, finalement, c'est, Monsieur Riyad, comment on fait? Comment on fait? En fait, la vraie question, c'est monétiser. Comment on capture cette valeur numérique? Et là, je vais vous parler d'un sujet que j'aborde souvent quand je vais voir mes clientes. Je conseille des gouvernements essentiellement. Je traite souvent de la question de la taxation des services numériques. Donc, je vais vous traiter du principe. La taxation sur les services numériques, la France l'a mise en place en 2019. C'est l'un des premiers pays qui l'a mis. Il faut savoir que dans le monde, vous avez à peu près 20 pays qui ont mis en place une taxation sur les services numériques qui permettent de taxer le secteur de la publicité, les marketplaces, l'intermédiation, le streaming. Et en fait, la DST, il faut le situer par rapport à d'autres instruments. C'est une taxe qui vise à taxer le chiffre d'affaires lié à des utilisateurs. Donc, elle taxe quoi? Elle taxe un chiffre d'affaires. Elle ne taxe pas le profit. Vous devez faire une distinction assez simple entre la TSN, la taxe sur les services numériques, qui taxe un chiffre d'affaires, et réfléchissez, pays en voie de développement, la vraie question, c'est qu'on raisonne aux capacités. Parce que, et je vais le distinguer d'un autre régime. Le Significant Economic Presence, où vous allez revenir dans l'histoire du droit fiscal international, où on taxe finalement dans le SIP plutôt le profit. Et on va rentrer dans les principes OCDE. Quand on taxe dans ce système le profit, en fait, vous rentrez dans les questions du profit shifting qui était élaboré. Et donc, là, tout de suite, vous allez dire, mince, sur un service digital, on applique justement une assiette qui va être le profit, donc qui est plutôt favorable à la manipulation. Et là, en fait, pour nous toujours, à Scoria, la première question, c'est de bien conseiller sur les différentes options qui s'offrent à nos gouvernements pour les aider à mieux monétiser. Donc, vous voyez ce paramètre. La question, en termes de complexité, on pourrait aussi rentrer dans ce régime les conventions fiscales de non-double imposition. Donc, en fait, avec la taxe sur les services numériques, on a une taxe assez simple, assise sur le chiffre d'affaires. Les moyens technologiques aujourd'hui existent pour tracer finalement. Et le sujet de la compliance est très important parce que le but, quand Ascoria permet d'enregistrer, aide un gouvernement à mieux mobiliser cette recette fiscale. La question, c'est le contrôle, l'effectivité de la norme fiscale. Comment garantir cette effectivité? Et aujourd'hui, avec la technologie, c'est un vrai sujet de réflexion. C'est cette alliance entre le droit et la technologie. Et quand on rend visible ce qui aujourd'hui est invisible, tous ces services invisibles, en fait, c'est là où nous, on est en train d'aider un gouvernement à monétiser, à capturer cette valeur. Vous voyez, aujourd'hui, la DST, l'Allemagne est en train de considérer une augmentation à 10%. Le Rwanda vient juste, cette année, d'augmenter, de mettre en place une DST. Aujourd'hui, vous allez prendre, je dirais, les technologies qui existent, c'est de relier des systèmes de paiement. Les réseaux de télécommunications, vous allez au Kenya, vous allez voir l'opérateur Safaricom, qui justement est un opérateur avec une vision sur le système à la fois télécommunications, paiement, interconnexion avec les API fiscales. Donc vous voyez que cette question de la mesurabilité, moi quand je conseille les gouvernements, on rentre sur la DST, ils me disent, Monsieur Riyad, comment on fait pour taxer ces services digitaux? Donc on rentre d'abord sur, messieurs, c'est normal d'avoir un impôt sur les sociétés, un équivalent en tout cas, donc on va sur quelque chose de simple,
Mais ensuite, la deuxième question, c'est quand on voit comment la technologie peut aider à mieux apprécier, ben, on rentre sur le sujet de la TVA. Vous voyez comment une plateforme peut aider à mettre en place une TVA sur les services digitaux. Et donc, vous avez une vision intégrée qui, en plus, permet je pense, au FMI de dire bah, comment justement je croise les données entre la TVA et finalement la DST. Et vous voyez que la plateforme finalement qu'on bâtit devient de plus en plus complète et permet au gouvernement finalement d'avancer. Et donc, avoir les bons outils, Ascoria, il travaille pour justement customiser, pour fournir cette solution de clé en main de cadre policy jusqu'à la technologie, jusqu'à la compliance. Et je vais finir sur un dernier point. Le point finalement de mobiliser. Comment finalement on transforme cette visibilité, d'où Ascoria essaye de la restaurer parce que c'est un outil de souveraineté en développement. Parce que dès que vous avez vu où sont vos recettes fiscales, bah, la question, l'étape suivante, c'est comment vous canalisez cette ressource pour qu'elle soit une ressource de financement du développement, pour payer les hôpitaux, pour payer les écoles. C'est assez amusant quand je parle avec certains clients, certains associent tout de suite cette DST à financement des infrastructures digitales. C'est leur réflexion pour vraiment se dire, voilà pourquoi nous voulons cette DST. C'est vrai qu'avoir ce récit de dire, nous voulons mettre en place une taxation des services digitaux pour cette raison, aide justement à asseoir l'impôt, lui donner une légitimité et derrière construire finalement une administration qui va être capable de collecter cela. Donc, et c'est intéressant parce que quand je parle de mobilisation, je vais parler de mon partenaire, cette administration fiscale qui n'a qu'un objectif de mieux collecter l'impôt sur des services qu'ils peuvent considérer invisibles, mais que nous considérons visibles, et nous sommes là pour les aider. Et en fait, c'est amusant parce que on parle de capacity building. On parle de capacity building. Par exemple, quand nous avons un outil d'IA qui nous aide chez Ascoria à assurer une meilleure traçabilité finalement des services digitaux, et je vous ai expliqué sur l'usage comment, par exemple, on peut relier finalement des API fiscales aux télécoms, aux systèmes de paiement, systèmes bancaires. Bah, vous voyez, quand on travaille avec une administration fiscale et qu'elle monte en compétence sur l'usage de l'IA dans la collecte de l'impôt, bah, finalement, cet usage de l'IA, vous avez commencé avec la DST en travaillant sur les services numériques, mais vous voyez que vous l'utilisez sur la TVA et eux-mêmes utilisent l'IA. Finalement, j'ai eu l'exemple dans un pays en Afrique de l'Est, on disait, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser sur les impôts fonciers? Problème de cadastre, ça. Et là, vous en fait participez à un programme de capacity building où vous montez toute une administration fiscale en compétence sur l'usage de l'IA au service de la mobilisation des recettes fiscales. Donc, c'est vraiment un programme de se dire, finalement, premièrement, une vision, où c'est quoi le système fiscal à l'ère du numérique, et vous comprenez bien que la fiscalité de l'usage, Mario, on en parlait juste là, dite assise, pourrait s'assimiler à cela. Finalement, comment on monétise et comment on peut le transformer, et c'est là où vous voyez la mesurabilité et comment le droit et la technologie s'articulent, et finalement, vous voyez bien que c'est mobilisé pourquoi et comment mobiliser les administrations pour qu'elles collectent mieux, et nous sommes un partenaire pour les aider à mieux collecter, et pour financer quoi? Quelle raison, quel propose? Financer le développement et toutes ces questions. Donc, c'est un petit peu ces trois chaînons sur, un, c'est vrai, la modernisation de l'administration fiscale, deux, comment on monétise, et trois, comment vraiment, je dirais, on va mobiliser, qui permettent d'avoir les clés de succès pour que demain, cette taxation du digital soit normale et qu'elle soit au même titre que tout le monde, parce que je finirai par une anecdote. Je venais dans un pays et était discuté en plein collectif budgétaire une taxe sur les têtes de bœufs qui était censée ramener 2 millions d'euros. Et j'arrivais sur cette taxe pour des paysans sur les têtes de bœufs, selon nos estimations, à dire bon, nous avons fait quelques estimations sur ce pays-là, en Afrique centrale, une DST pourrait ramener environ entre 30 et 40 millions d'euros. Et c'est là où, en fait, vous voyez bien, à ce moment-là, le gouvernement ne vous regarde plus de la même manière et se dit comment on fait. Et en fait, c'est ce chemin, à un moment où il y a une vraie préoccupation, une priorité. Donc, moi, chez Ascoria,
mon travail est vraiment de partager cet objectif commun et de faire en sorte que finalement la taxation de l'économie digitale soit au service du développement. Merci beaucoup. Merci. Merci Abdelmalek. Je passe la parole à Luc Lerut pour un court commentaire, présentation. Bonjour, je vais être assez bref. Donc, je viens effectivement du Fonds monétaire international, mais je fais aussi tourner une petite fintech. Je parle en français parce qu'il y a tellement de mots d'anglais dans les fintech spin-off, etc., qu'après tout, qui est une spin-off de HEC, Université de Liège, qui s'intéresse à la transparence des structures d'actionnariat. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Bon, évidemment, il y a les fantasmes. Je vais tout de suite limiter les fantasmes, mais si on va regarder les structures d'actionnariat, des actionnaires qui prennent les 80 milliards, qui ont disparu, etc., c'est assez dingue ce que je vois sur Facebook. On n'a rien trouvé comme ça, mais on a quand même rendu les structures d'actionnariat assez transparentes. Depuis 2008, les Refinitiv, Bloomberg et autres de ce monde ont accumulé des données sur qui a des parts dans quoi, mais ils ne savent pas quoi en faire. Une des raisons, c'est que mesurer le contrôle, ce n'est pas quelque chose de simple. Monsieur Chaplet a eu le prix Nobel pour l'avoir fait proprement. Ce n'est pas Monsieur Nash, c'est l'autre théorie des jeux. Mais nous l'avons mis sur ordinateur. C'est un processus très compliqué, mais ça vous permet de dire qui contrôle quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette affaire? Qui contrôle quoi? Parce que, Mario en a parlé tout à l'heure, il y a toute cette question des multinationales qui ont des profits, il y a la question des risques qui sont associés à la gestion des administrations fiscales. On n'a pas beaucoup parlé des risques, en fait. Mais les risques, c'est aussi de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui contrôle une boîte ou qui contrôle une autre boîte. Je disais, par exemple, pour les douaniers, il y a les feux verts, feux orange, feux rouge. Si vous avez un feu vert pour deux entités qui sont contrôlées par une même personne au-dessus, et que vous avez un gros feu rouge pour une troisième, il faut peut-être s'interroger sur le caractère vraiment vert de ces deux autres boîtes, puisque c'est la même personne qui contrôle au-dessus. Donc c'est un peu ça qui nous intéresse ici. Et l'argument, et je vais parler ici pour ceux qui ont suivi un cours de corporate finance il y a longtemps quand ils étaient jeunes et qui s'en souviennent, mais une part associée à du contrôle vaut plus qu'une part qui est détenue pour des raisons de portefeuille, puisque une part détenue pour des raisons de portefeuille peut être remplacée par une autre combinaison de parts. Mais pour du contrôle, ça veut dire que vous avez décidé de faire quelque chose avec la boîte, avec la firme. Et si vous faites ça, ça peut être bon pour le profit, ça peut être bon pour ESG, ça peut être bon pour un tas de choses, mais ça peut être très mauvais pour la fraude. Donc, voilà pourquoi ce genre d'études, qui n'était pas possible il y a 20 ans, on a essayé de faire tourner les ordinateurs sur les mêmes principes, ça ne marchait pas. C'était trop compliqué, mais maintenant c'est possible. On l'a fait. Et donc, voilà pourquoi il y a un lien entre ce que je fais ici. Un peu à ma surprise, au départ, je n'avais pas pensé qu'il y avait un lien, mais je l'ai découvert grâce à Cyril, à des douaniers. Et donc, voilà, je suis venu ici parler un peu de ça. Et j'ai quand même une question pour Mario, si je peux vite fait. Quand on parle de real property taxes based on la valeur de la propriété, parce que même avec les satellites, je ne suis pas sûr qu'on peut faire fonctionner ce système. Voilà. Alors, il y a trois modèles. Le modèle dans les économies avancées, c'est un modèle basé entièrement sur les valeurs. Les valeurs aujourd'hui peuvent être mises à jour annuellement, comme c'est fait aux États-Unis, ou tous les 3 à 5 ans. Et les satellites peuvent aider à catégoriser les indices selon les régions. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui, avec les satellites, comparer assez facilement des régions nouvelles avec des régions existantes et croiser ces comparaisons-là de satellites avec des données sur les valeurs. Dans les pays en développement, il y a deux types de modèles. Des modèles basés sur les valeurs qui fonctionnent pas du tout, en fait, parce qu'il y a cette incapacité de mettre à jour les valeurs ou un manque de volonté politique pour le faire. Et donc, les valeurs sont très, très faibles pour rapporter un impôt. Et ce qu'on trouve, ce qu'on observe de plus en plus, en fait, c'est aussi des systèmes basés sur la superficie, où on va tarifer le mètre carré selon des indicateurs de la propriété
qualité de la propriété, etc. Et donc, il y a une grille d'indicateurs qui peuvent mettre une valeur selon la superficie et calculer l'impôt. Ouais. Ok, merci Mario, merci Luc. Je pense que si vous avez des questions, on peut les prendre. Spectateurs, oui, oui. Je les passe. Ah. Merci, merci à tous et merci, c'est extrêmement éclairant. On va dire qu'il y a dans votre panel, il y a deux personnes que j'aimerais bien interpeller parce que ce que je comprends de la présentation d'Alou, c'est que le secteur des télécoms pêche par un excès de fiscalité, de parafiscalité. Bon, je n'ai peut-être pas bien compris, mais c'est ce qui ressort des différents graphiques qui nous ont été montrés. Ce que je comprends d'Abdel Malek, c'est que vous considérez comme extrêmement intéressant et vertueux dans la dynamique de collecte d'un gouvernement, de mettre en place une parafiscalité sur les services numériques. Alors, est-ce que je me trompe en disant que vous avez une parafiscalité et vous proposez de mettre en place une parafiscalité, et auquel cas j'aimerais savoir pourquoi vous considérez que ça n'est pas une parafiscalité au même titre que celle que Alou nous a présentée, ou est-ce que là on est confronté à justement une des problématiques des pays en développement, où on a une approche parallèle d'une même problématique avec d'un côté des gens comme le Fonds ou les grandes institutions qui disent qu'il faut simplifier l'impôt, ce que vous avez dit, Monsieur Mansour, il faut simplifier l'impôt, le rendre plus lisible, le rendre plus compréhensible, au même moment où, pour d'autres raisons qui peuvent être légitimes, des institutions différentes approchent ces mêmes gouvernements en leur disant qu'ils ont un accès facile à plus de revenus en simplement créant un outil spécifique ad hoc. Donc j'ai peut-être mal compris, mais ça me pousse à vous poser cette question. Je vais répondre sur le digital en reprenant question. Je pense que sur la question de l'économie digitale, premièrement, il faut repartir de aujourd'hui, quel est le régime fiscal applicable à une plateforme s'agissant de la taxation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires lié aux utilisateurs n'est pas taxé dans le pays et que généralement, en fait, on le retrouve dans des juridictions à basse fiscalité, d'accord ? Donc, dans ces pays-là, via des stratégies très bien présenté par Mario, de tax avoidance. Donc la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce pays un impôt sur les sociétés ou l'équivalent qui est payé s'agissant de la valeur créée dans ce pays-là? Depuis l'OCDE, vous savez qu'il y avait un sujet qui est traité sur la taxation de l'économie digitale, s'agissant du nexus entre les droits d'imposition et la valeur qui est estimée, créée par cela. Donc en fait, quand on postule ce sujet de la DST, cette taxe-là, elle vise en fait à combler aujourd'hui un problème dans la fiscalité internationale sur lequel, dans le cadre de BEPS, OCDE, il y avait un travail. Les Nations Unies sont en train de le positionner aussi de la même manière sur la DST, sur la taxation des services digitaux. Et il y a un très bon travail de l'association LATAF de taxes qui regroupe toutes les organisations fiscales africaines qui justement préconisait ce modèle de la DST qui, comme Marie disait, je ne sais pas s'il entendait simplicité en disant il faut moins de taxes ou est-ce qu'il parlait plutôt de taxes comme étant plus simples dans leur manipulation. Et moi, la DST est une taxe simple parce qu'elle est sur le chiffre d'affaires. Et quand vous prenez des administrations fiscales et que vous voyez ce que peut donner une taxe sur le profit avec toutes les variables de stratégie avoidance, ça peut être assez compliqué. Donc en fait, tout le rationnel, il faut le placer pour cette taxe-là dans un contexte global, une architecture multilatérale, dans laquelle on propose une solution très simple et pragmatique pour monétiser tout de suite et capturer la valeur qui est créée localement lorsque vous regardez une publicité ou vous regardez une vidéo dans le pays, en fait, la valeur est créée en fait dans le pays et il faut capturer cela. Et nous, ce qu'on fait, c'est juste offrir
à la fois le policy, l'infrastructure digitale qui permet finalement de capter et d'aider le gouvernement à collecter cette manne-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu en recontextualisant, mais voilà. La parafiscalité que soulignait Alou, la parafiscalité que soulignait Alou est le propre d'agences en charge de télécom, de certains ministères, et ça ne va pas forcément au compte unique du Trésor. Donc, ça ne va pas au budget de l'État. Vous avez des agences de réglementation des télécommunications dans les pays africains qui sont très bénéficiaires et qui sont très riches. La DST, c'est un impôt, c'est un supplétif, parce qu'on n'arrive pas à taxer à l'IS, donc à l'impôt général, les grands opérateurs de télécom, les grands opérateurs du numérique. Bien sûr, la proposition proposée par les Français a été enterrée par les Américains à l'OCDE. Elle ne sortira jamais, hein, sous la menace de Trump et tout. Et il faut bien voir aussi que les services, il y a un moratoire, ne sont pas taxés par les tarifs. Et plus ça va aller, plus les services seront digitaux, et même dans les ressources extractives, dans les mines, au lieu d'acheter un camion, on achète un service de transport. Ce camion ne rentre plus comme un CAPEX, enfin comme une immobilisation avec une vraie valeur, elle rentre au centième de sa valeur, et tout le reste, c'est un service de maintenance assuré par des plateformes offshore. Donc demain ou après-demain, même les industries extractives seront... il n'y aura même plus de recettes, quoi. Bon, bref. Ce qui est intéressant avec cette tendance aujourd'hui à mettre des taxes spécifiques, que ce soit la parafiscalité, c'est que historiquement, en fait, les systèmes fiscaux étaient basés sur le mouvement. Tout ce qui bougeait à travers les frontières et même à l'intérieur des frontières était taxé. Donc l'impôt, les grands impôts sur le revenu et la consommation sont des phénomènes assez récents. Début du XXe siècle pour l'impôt sur le revenu, en Angleterre un peu plus tôt, mais fin du XIXe. Et donc c'est assez récent, ces impôts sur les grands agrégats. L'idée principale d'imposer, d'asseoir l'impôt sur des grands agrégats, c'est tout simplement une idée de neutralité. C'est-à-dire que quelque chose qui produit une valeur Y, il n'y a pas, a priori, des raisons pour le taxer à un taux différent d'une autre chose qui produit la même valeur. Donc pour l'IS, pour l'impôt sur les sociétés, on appelle ça le bénéfice. Le problème que Riyad et Grégoire notent pour l'impôt sur les bénéfices, ce n'est pas l'incapacité, c'est que l'impôt sur les bénéfices est basé sur des fondements économiques qui datent du début du XXe siècle, qui disent que en fait, l'impôt est dû où l'activité de production a lieu. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui de penser à un impôt sur les sociétés qui dit qu'en fait, il est dû où la consommation a lieu, et non pas où, donc similaire au fondement, par exemple, de la TVA. La TVA, c'est un impôt sur la consommation dans le pays ou dans la résidence du consommateur. Et il se fout complètement d'où le produit a été généré. Et donc, les services numériques aujourd'hui sous la TVA, de plus en plus de pays les taxent. Et les plateformes étrangères payent une TVA dans le pays là où ces plateformes exportent, sous certaines conditions, et ça fonctionne relativement bien. Et rien ne nous empêche de réfléchir à une fiscalité pareille pour les impôts assis sur la production, le rendement de la production, que ce soit bénéfice ou que ce soit en fait le travail, le salaire. Hein, le problème est le même. Le risque ou la problématique des impôts spécifiques, que ce soit basé sur la valeur ou le volume, ça pose un problème à la gestion budgétaire en général. C'est que, comme on l'a noté, dans les pays, il y a une très très forte pression pour que ces impôts soient affectés au département ministériel plutôt qu'au budget. C'est clair dans le cas de la télécommunication, un peu moins du côté des DST, mais on voit des pressions assez importantes dans les pays en développement d'affecter ces impôts. Et donc, l'éclatement du budget, enfin la gestion budgétaire devient extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que tu as mentionné quelque chose que j'entends pour la première fois.
En Afrique, on s'attend à ce que la TVA décline, les recettes de TVA décroissent de 30%. J'aimerais bien voir comment on a fait les estimés, mais en fait, ce que ça veut dire, en fait, il faut que ça soit remplacé par des impôts ou des taxes diverses. Sur quoi? Je ne sais pas. C'est vrai que un impôt sur le chiffre d'affaires est très simple. Mais la raison pour laquelle la fiscalité du XXe siècle a été largement assise, surtout après la Seconde Guerre, sur des grands agrégats d'une façon relativement plus ou moins neutre, c'est parce qu'une fiscalité sur le chiffre d'affaires est très distorsionnaire. On taxe différemment des activités pareilles ou différentes et on n'a même pas l'information pour estimer, exenter le taux d'impôt sur ces activités-là. Quand j'impose le chiffre d'affaires aujourd'hui, je n'ai aucune idée sur la profitabilité de l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette profitabilité est en général un peu décalée dans le temps. Il y a des coûts qui peuvent avoir une dimension temporelle. L'impôt sur le bénéfice, en général, avec quelques exceptions, c'est un impôt neutre. Et donc, il faut réfléchir aussi à la fiscalité, pas uniquement comme un moyen de développement par la recette, mais aussi par les distorsions, les coûts économiques qu'elle impose au développement. Et ces coûts sont réels. Ces coûts sont réels. On n'a pas parlé aussi du volet équité fiscale, qui est un chapitre différent, parce que des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent avoir une incidence tout à fait différente des taxes sur soit la consommation finale ou soit le revenu. Oui, merci beaucoup. Je suis Landry Asseni, originaire de la République centrafricaine. Je réside à Québec. Au fait, tout d'abord, je tiens à féliciter tous les panélistes pour la qualité de leur communication. En tout cas, il y a beaucoup de messages et d'informations qui sont sortis. Et puis voilà, en tout cas, c'est très édifiant, ça éclaire beaucoup. Et voilà, j'en suis ravi. Entre-temps, j'ai deux petites préoccupations. Vu la qualité de la présentation, je me dis que peut-être ça a été déjà expliqué, clarifié, que je suis peut-être distrait, mais j'essaie de les soumettre quand même. Et mes préoccupations, je pense qu'elles vont interpeller principalement Dr Dama et M. Riyad. Tout à l'heure, j'ai cru entendre Dr Dama qui parle de taxes ad quantum. Alors, moi, je voulais savoir, selon vous, est-ce que les taxes ad quantum sur l'usage, par exemple, les minutes, les data, est-ce que ces taxes sont, selon vous, un levier viable ou un frein à l'innovation? C'est une question très simple. J'aimerais comprendre si, selon vous, ces taxes sont, par exemple, un frein à l'innovation. Et peut-être, je me dis que cette question, elle va à l'endroit elle interpelle plus M. Riyad concernant la taxation des géants du numérique. J'aimerais savoir, monsieur, comment taxer les géants du numérique de manière équitable sans nuire à l'attractivité et à l'adoption des technologies locales. Voilà, donc ce sont là les deux petites préoccupations que j'aimerais peut-être avoir des éclaircissements là-dessus. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup pour les questions. Donc, d'un point de vue économique, de manière générale, comme j'ai dit, sur le cas spécifique du secteur des télécommunications, nous n'avons pas en fait beaucoup d'études empiriques qui regardent en fait la différence entre le type de taxe, donc que ce soit ad quantum ou ad valorem. Mais dans d'autres secteurs où ces analyses-là ont été réalisées, notamment sur le secteur du tabac, de l'alcool, donc en fait, ce qui est constaté économiquement, c'est que les taxes ad quantum ont tendance à être beaucoup plus reportables sur le consommateur final, donc que les taxes ad valorem. Donc en fait, ce qui va dans le secteur des tabacs ou de l'alcool, pourquoi c'est important? Parce que l'idée du droit d'assise là-bas, c'est surtout de dissuader le consommateur ou à minima de le pousser à contribuer bien sûr à l'effort de financement après des effets négatifs, des externalités négatives qui émanent de son comportement-là. Dans le secteur des télécommunications, surtout dans le contexte d'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique de manière générale, où l'objectif en fait primaire reste encore
un développement de ce secteur-là, compte tenu de tous les bénéfices qu'on a dit, les externalités positives, que ce soit économiques, sociales ou politiques. Donc, en fait, dans ce contexte-là, je pense que les taxes ad quantum, donc on n'a pas encore réalisé d'études, mais les premières observations que nous constatons à travers nos données, donc en regardant les corrélations, c'est qu'on se rend compte que ces taxes ad quantum-là vont avoir en fait un effet négatif beaucoup plus exacerbé sur le taux de pénétration, par exemple, vont être négativement associés à d'autres indicateurs de développement du secteur des télécommunications mobiles. Donc, nous sommes en train de travailler actuellement sur ces questions-là, mais les observations préliminaires que nous constatons, c'est qu'en fait, les taxes ad quantum, donc sur les minutes ou sur les data, par exemple, vont avoir tendance à dissuader la consommation ou à changer la manière de consommer. Par exemple, si on met 2 francs sur la communication, s'il existe une méthode alternative en utilisant WhatsApp, on va aller plus se diriger vers WhatsApp et donc ça va avoir un effet négatif sur la consommation. Et cette consommation-là, après, va servir de base pour d'autres taxes ou même pour le profit par la suite. Donc, en fait, ça va avoir cet effet dissuasif sur la consommation et donc un effet négatif sur le développement du secteur des télécommunications. Donc, actuellement, ça, ce sont les premières observations que nous constatons. Alors, je vais répondre. En général, avec Ascoria, lorsque je conseille les gouvernements, avant même de mettre en place l'infrastructure digitale qu'on va mettre à disposition, la première question, c'est la définition de la politique fiscale. Et vous voyez, le sujet, c'est que veut le gouvernement? Quelle est sa politique fiscale? Parce qu'il est souverain. Et souvent, ce qui vient dans les discussions, c'est nous voulons préserver l'attractivité des startups dans le secteur digital. Nous voulons préserver certains secteurs. L'éducation, par exemple, souvent revient comme un sujet assez fort dans les priorités des gouvernements. Donc, en fait, la vraie question, c'est un équilibre à maintenir, c'est le calibrage des exemptions. Et ça, c'est un sujet de politique fiscale classique, le principe, les exceptions. En général, il faut que les exceptions restent exceptionnelles. Si vous avez trop d'exceptions, ça nuit à l'efficacité de l'impôt. Donc, généralement, il y a des exemptions qui sont accordées. Donc, il y a des seuils d'exemption. Donc, ce qu'on fait, c'est de travailler sur les seuils d'exemption pour permettre justement d'exonérer pendant une certaine durée, un seuil d'assujettissement. C'est un seuil d'assujettissement sur lequel les PME, les startups ne sont pas soumises à cette DST. Donc, ça fait partie des lignes directrices, par exemple, de l'association LATAF, de taxes qui réunit toutes les organisations africaines. Des secteurs peuvent être impactés comme l'éducation. Là, c'est vraiment des choix fiscaux des gouvernements. Après, il faut faire attention. Le sujet, c'est qu'une taxe doit être dans le principe non discriminatoire. D'accord? Donc, la vraie question, ça doit traiter de manière équitable l'ensemble des entreprises au niveau national, au niveau international. Donc, le seul moyen vraiment de répondre à votre question, c'est le seuil d'assujettissement. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ministères des startups, du numérique, qui viennent avec ce sujet numéro 1. Nous ne voulons pas, en tout cas dans un court terme, et il vous donne un délai, par exemple, que ces entreprises soient soumises. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien. Une ou deux questions rapides, mais vraiment rapides, s'il y en a. Sinon, on arrête. Ah, pardon. Sorry. I think it's not a question, rather just a in English, it's just a comment. Yeah, definitely this lesson is going to help in the enhancement of the revenue collection of the country, contributing towards the tax to GDP ratio. At the same time, it increases the compliance as well as overall effectiveness and efficiency of the tax administration. But another point is just I like to comment in that when we have digitalized the tax administrations which have been operating since last 50 years or 40 years or 30 years, if we digitalize the tax administration the way it has been operating since last 50 years, then this lesson not only increasing efficiency, at the same time sometimes it can create burden to the taxpayer as well as to the tax administration as well. Because if we are operating
tax administration with a lot of bureaucratic process, a lot of duplications, a lot of cross-checking mechanism. And if same thing has been replicated in the digitalization world, maybe it is not increasing efficiency, rather it is enhancing inefficiency with the 3 times or 4 times. So at the same time, when we are talking about the digitalization of the tax administration or tax system, then we also need to think about the business process re-engineering of the tax administration. Then definitely it is going to increase the compliance procedure, as well as it will simplify the tax administration so that equally it is distributed from all the stakeholders of the tax system, like taxpayer, tax administration, as well as technology. So we also need to think about how actually we can harness the beauty of the technology towards the tax administration, not only just like simple point discussion of the tax administration. So this is just a point that if we discuss, maybe it will also add value to the tax. This is just a comment I would like to put. Thank you. Tu veux répondre? I don't know if this is a question, but I think we systematically underestimate the human factor in reforming tax administrations. What we've seen so far is that digitalization is very, very fast, or can be very fast, but institutions are not. I'd just like to give one very telling example. I was in Denmark a few years ago, 2 years ago. Denmark has one of the best tax administrations in the world, not only from an operational perspective, but also from a trust perspective. People tend to, in Denmark, systematically rate their tax administrations very, very positively. They embarked on a simple project to update values for the property tax. This was something that a tax administration in Denmark could do in maybe a couple of years. You know how many years it took? 10. 10 years, right? And when we spoke about it, they were actually starting the implementation in the new system. So there is something, I think, that probably at our level and the kind of research that we do, the general research, that's not micro enough to really appreciate the human, institutional, and cultural factors affecting how a tax administration can adopt technologies, which is why you have those two big school of thoughts. One is to say reform with digitalization is by definition redoing. It's not reforming. Just scrap whatever you want, whatever you have currently, start from scratch. What you have is simply a transitional system. Build a new one, right? So don't fix procedures. Completely rethink procedures. Throw away the books and do a new one. And the other school of thoughts that probably you mentioned, where you start by analysis of existing procedures, how technology can fit these procedures, maybe change few ones. It takes a year. By the time you finish, the technology is obsolete. New things have come, you know, to the market. Historically, governments are not good at reforming in the tax area, whether it's policy or technology. Governments tend to be always catching up with how firms, people, technology change behavior vis-a-vis the tax system. Thank you. Thank you very much. Thank you. Well done. Huh? We are finished. Thank you very much for this session. Thanks.